le journal. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Tout de suite, le sommaire. Les parlementaires congolais ont repris ce mercredi 15 mars 2023 le chemin de l'hémicycle du Sénat et de l'Assemblée nationale pour la session ordinaire de mars à juin 2023. Au menu de matière, plusieurs enjeux liés aux élections de décembre 2023, à la crise à l'est du pays avec le M23 soutenu par le Rwanda et aussi la dégradation des conditions sociales des Congolais. La crise à l'est de la RDC implique plusieurs réponses quant à l'action du gouvernement congolais et sa capacité à assumer sa souveraineté face à l'agression perpétrée par le Rwanda sous couvert du M23. L'honorable député national d'Elysée Sanga fait sa propre lecture sur les réponses qu'il conçoit face à toutes les questions brûlantes qui defraient l'actualité. Je l'annonçais tantôt dans le titre, ouverture de la session ordinaire de mars à juin pour les deux chambres du Parlement ce mercredi 15 mars 2023. Cette session parlementaire s'ouvre dans un contexte socio-sécuritaire difficile lié à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 et avec de préparatifs des élections qui rencontrent encore des contraintes d'ordre politique et logistique. Images et commentaires. Les députés nationaux sont conviés à prendre part à la plénière prévue ce mercredi à 12h pour l'ouverture de la session ordinaire de mars 2023, conformément à l'article 115 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Elle sera consacrée essentiellement au contrôle parlementaire ainsi qu'à l'examen et au vote de certaines lois liées au fonctionnement normal de la vie nationale. Cette première session de l'année 2023, année électorale, sera celle de tous les enjeux. Il est notamment attendu le vote de la loi sur la répartition des sièges. Comment cela va se passer alors que l'opération de l'enrôlement des électeurs est toujours en cours au pays et dans 5 États étrangers? Plusieurs observateurs redoutent le non-respect du calendrier électoral qui prévoit les élections le 20 décembre prochain. Cette session est aussi de tous les enjeux au regard de la situation sécuritaire qui s'est dégradée à la suite de l'offensive du M23 qui occupe de vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Quant au volet socio-économique, l'inflation constatée sur le marché à cause de la dépréciation du franc congolais face à la devise pèse énormément sur le panier de la ménagère. Les prix des biens et services ont doublé voire triplé sur le marché ces dernières semaines. Toutes ces questions et tant d'autres doivent trouver des réponses lors des travaux de la représentation nationale au cours de la session de mars qui s'achève en juin prochain. Et puis, crise à l'est de la RDC pour le député national, l'honorable Elysée Sanga Ipung. Il faut réactiver l'accord cadre d'Addis Abeba et mettre fin au désordre diplomatique et sécuritaire dans des initiatives qui se superposent. Des explications dans cet élément. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo demeure préoccupante. Le M23 n'a toujours pas amorcé le processus de son retrait des zones occupées dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, comme exigent les résolutions des différents sommets des chefs d'État de la région. La dernière mission du Conseil de sécurité de l'ONU, effectuée à Kinshasa et à Goma, a recommandé les négociations entre le gouvernement et la rébellion pour désamorcer la crise caractérisée par l'agression rwandaise sous couvert du M23. Réagissant à cette situation quasi vicieuse, le député national, élu de Moueka, l'honorable Elysée Sanga, qui a fait partie des acteurs politiques reçus par la délégation du Conseil de sécurité, propose la réactivation de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la situation. Cet accord signé par les pays de la région qui consacre notamment la non-agression d'un État par ses voisins et qui demeure la boussole de toutes les actions de la communauté internationale pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour l'élu de Moueka, il faut absolument mettre fin au chaos diplomatique et sécuritaire orchestré par le gouvernement qui a pris des initiatives qui se superposent ici dans la confusion totale entre l'état de siège, l'adhésion à l'EEAC, la chasse à la MONUSCO et des opérations bilatérales qui n'ont été d'aucune efficacité pour restaurer la paix à l'est du pays.
Le député national a plaidé pour plus de pression contre le Rwanda afin de stopper d'agresser la RDC. Cette option se résume par privilégier le renforcement du dispositif militaire sur le terrain des conflits. À titre d'information, la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs avait pour objectif de neutraliser et de démobiliser les groupes armés, nationaux et étrangers, et la réaffirmation des principes de base du droit international ajoutés à divers engagements de la RDC, des États voisins et de la communauté internationale. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, estime que la fermeture de frontières entre la RDC et le Rwanda aurait des répercussions graves sur les deux pays sur le plan économique. De son point de vue, il n'est pas nécessaire de procéder à la fermeture des frontières à ces stades. Il a déclaré au cours du briefing hebdomadaire tenu le 13 mars dernier devant le Chevalier de la Plume. On l'écoute. Sur la question de frontières, vous êtes économiste, M. Jérôme Sekana. Vous savez, et le président de la République n'a de cesse de le dire, que les Congolais n'ont aucun problème avec le peuple rwandais. Et que cette situation pénalise malheureusement ou a des répercussions sur l'activité économique. Je rappelle que la frontière RDC-Rwanda, c'est l'une des frontières les plus fréquentées au monde. Et qu'il y a des Congolais qui ont des résidences de l'autre côté, et vice-versa. Donc des gens qui vivent entre les deux, qui vendent des tomates, de petits commerçants. Et donc nous avons réfléchi au Conseil supérieur de la défense, en discussion d'ailleurs avec la DGM qui nous a dit, écoutez, si nous décidons de fermer la frontière, on a réduit les heures, donc l'activité a été réduite, mais si nous décidons de fermer totalement, il y aura beaucoup de préjudices de part et d'autre parce que les populations sont dans une situation de dépendance. Que par le passé, quelle que soit la nature de nos rapports au niveau politique, mais les populations qui n'ont rien à voir avec l'esprit belliqueux du président Kagame continuent à commercer avec les Congolais. Et donc, il y a cet aspect qui a été pris en compte et qui est toujours pris en compte dans tout ce que nous faisons, parce qu'au bout du compte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura un moment où cette crise passera, où les Congolais pourront peut-être continuer ou faire davantage des affaires, parce que c'est même l'essence de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Revenons sur la récente marche de l'opposition. L'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo demeure toujours préoccupante. Les rebelles du M23 ne cessent de mener des attaques. Plusieurs personnes s'interrogent par rapport à cette situation qui ne cesse de perdurer. C'est pour cette raison que l'opposition, à lors de sa marche du 11 mars dernier, dénonçait les exactions commises à l'est de la RDC. Reportage Bijou Lumuna et Yvon Chibon. La situation reste toujours précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 ne cessent de mener des attaques. Depuis fin 2021, ce groupe armé à dominance Tutsi ne cesse d'étendre son influence et contrôle désormais une partie de la province du Nord Kivu. À se demander si la RDC n'est pas en mesure de répliquer face à ces attaques répétitives du M23. À cet effet, le samedi dernier, les leaders de la plateforme Lamuka, Martin Fayulu, ainsi que d'autres leaders politiques avaient organisé une marche pacifique pour demander le retrait des forces de l'EAC et dénoncer l'agression rwandaise par le M23. Selon Martin Fayulu, la République démocratique du Congo reste un et indivisible et que personne ne peut en prendre un seul millimètre. Il faut sanctionner Paul Kagame et sanctionner aussi ceux qui sont avec lui. Certains Congolais venus à la marche ont aussi manifesté leur mécontentement suite à ce qui se passe à l'est du pays. Cette marche, c'est un message que l'opposition congolaise lance à l'endroit de la communauté internationale et de ceux qui sont témoins de l'agression que la RDC subit. Notre pays, la République démocratique du Congo, ne sera jamais divisé. Les M23 sont en train de nous attaquer, de nous tuer. Alors nous ne devons pas croiser les bras, mais nous commençons par des méthodes pacifiques. Cette marche, c'est une façon de lancer un message pour dire à tout le monde de regarder ce que le Congo subit. Le peuple congolais a décidé de dire stop à l'agression rwandaise et puis de demander aussi
le départ immédiat de l'IAC. Nous avons à sensibiliser la population. La première des choses, nous devons nous aimer nous-mêmes dans ce pays. Nous devons prendre conscience de notre valeur, de la valeur de notre famille, de la valeur de notre quartier, de la valeur de notre commune, de notre province, de notre pays. Nous devons défendre notre pays. Comme le président de la République, Mobutu, avait dit, nous devons être un et unis. Ce pays restera un et indivisible et nous devons nous battre par rapport à ça. Il ne s'agit pas des noms de personnes ici, de telle ou telle autre, de telle organisation politique. Il s'agit de nous, Congolais. Nous sommes ici pour faire que ce pays devienne comme il était dans le temps, grand, fort et prospère. Dans le chapitre des élections, la Commission électorale nationale indépendante CENI dit avoir déjà enrôlé 70% d'électeurs sur 49 millions et quelques d'électeurs attendus, soit 34 millions sont déjà enrôlés, sans compter les Congolais de la diaspora. Dans ces lots de 34 millions, il y a 17 millions d'hommes enrôlés et 16 millions de femmes enrôlées. D'après Didi Manara Linga, deuxième vice-président de cette institution, ces statistiques provisoires tiennent du début des opérations d'identification et d'enrôlement, c'est-à-dire depuis décembre 2022 jusqu'au lundi 13 mars 2023. Suivez les détails dans cet élément. Après 2 mois et demi des opérations d'enrôlement des électeurs congolais au pays et une partie de la diaspora, sur 49 382 552 électeurs attendus, la CENI dit avoir déjà enrôlé 34 445 251, soit 70%. À titre d'exemple, dans l'ère opérationnelle numéro 1, sur 18 millions d'électeurs attendus à ce jour, plus de 18 millions, soit 101% ont été enrôlés. Dans l'ère opérationnelle numéro 2, sur 15 millions attendus, 10 996 980 ont adhéré au processus, soit 71%. Dans l'ère opérationnelle numéro 3, nombre d'électeurs attendus, 15 millions. Nombre d'enrôlés, 4 millions, soit 29%. Didi Manara Linga, deuxième vice-président de la CENI, a évoqué les critiques reçues sur les chiffres avancés par son institution. Didi Manara a rappelé que ces statistiques constituent les données brutes et provisoires et il faille attendre la fin de l'enrôlement afin de procéder au dédoublonnage et à la consolidation des données pour avoir le nombre exact dans le fichier électoral en répondant au principe un électeur, une voix. Au regard de l'article 6 de la loi électorale, la CENI publiera la liste provisoire des électeurs par centre de vote avec une indication du bureau de vote. 30 jours plus tard, avant la campagne électorale, la CENI devra publier la liste définitive des électeurs par centre de vote avec aussi indication du bureau de vote. Et au plus tard, 15 jours avant le scrutin sera affiché pour consultation au bureau de l'antenne de la CENI la liste électorale pour l'ensemble du territoire de la ville et du regroupement des communes pour la ville de Kinshasa. Conformément à son calendrier électoral, c'est au cours de cette session parlementaire qui s'ouvre ce mercredi 15 mars pour les 2 chambres du Parlement qui devront voter la loi sur la répartition des sièges en attendant le 20 décembre prochain, date à laquelle les Congolais sont attendus aux urnes pour se choisir leurs dirigeants pour les 5 prochaines années à venir. Toujours dans ces mêmes chapitres, Freddy Balogi Chileou a sensibilisé la population de son territoire dans la province du Lomami, profitant des 10 jours de rattrapage que la Commission électorale nationale indépendante CENI a accordé aux provinces de la deuxième ère opérationnelle. Celui-ci les a encouragés à se faire enrôler massivement. Bijou Lumuna pour les commentaires. C'est depuis le 10 mars dernier que la Commission électorale nationale indépendante a accordé une période de rattrapage aux provinces qui constituent la deuxième ère opérationnelle, et ce, dans le but de permettre aux populations concernées de se faire enrôler. C'est à cet effet que Freddy Balogi Chileo, natif de la chefferie de Bakwamulumba, dans le territoire de Ngandajika, province de Lomami, a tenu à sensibiliser les mamans et les jeunes de ce coin à se faire enrôler massivement pour élire la personne de leur choix aux élections de 2023. Étant donné que le vote est un devoir civique, Freddy Balogi a encouragé la jeunesse à rester vigilante contre certains détracteurs qui stigmatisent l'enrôlement et les a incités à profiter de ce quelques jours de rattrapage pour remplir leurs devoirs. Il a par ailleurs fait allusion à la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, tout en saluant les efforts des FARDC pour lutter contre l'agression rwandaise par les rebelles du M23. Rappelons que les 10 jours de rattrapage accordés par la Commission électorale nationale indépendante prennent fin le 20 mars pour la deuxième ère opérationnelle.
Parlons trafic dans la ville de Kinshasa. Il a fallu juste un jour pour que les chauffeurs œuvrant dans la capitale congolaise reviennent au bon sens le mardi 14 mars en reprenant le trafic après cette grève observée sur quelques tronçons de la ville. Ils espèrent voir l'autorité urbaine revenir sur sa décision et prendre en compte leurs desiderata. Suivez cet état de lieu de Didier Lofumba. Si la journée de lundi 13 mars a été marquée par le boycott de chauffeurs suite à la nouvelle grille tarifaire, un jour après, le show semble revenir à la normale par la reprise du trafic. Le constat sur terrain laisse entendre que le prix ne semble pas faire unanimité entre l'autorité urbaine et le conducteur de taxi et taxibus dans la ville de Kinshasa. C'est mardi 14 mars, aux alentours de l'hôtel de ville de la commune de la Gombe, le chauffeur semble reprendre leur travail tout en espérant que cette mesure soit révisitée. La ligne Ipen Grand Marché a été fixée à 1000 francs, Delvaux 800 francs. Nous nous battons avec, mais ça ne tiendra pas compte tenu du coût du carburant. Les autorités doivent trouver des solutions. Ce qui nous dérange en premier, c'est le carburant. Si le prix baisse, la course baissera également. Quand 5 litres de carburant revenaient à 9500 francs congolais, le transport était à 500 francs. Le lot, carburant 5 litres 14 10 litres 28 000. Les passagers de leur côté estiment que le chauffeur doit obtempérer. Le prix de transport a été fixé à 1000 francs, mais maintenant nous payons 1500 francs congolais et le transport est compliqué. Signalons que la course du marché central à Kingasani, Campus, UPN serait fixée à 1000 francs congolais. Delvaux, Lemba, Matete, Gambela, Makalanguza, 800 francs pour ne citer que ceux-ci. Bonne nouvelle dans le secteur de la santé. Le centre hospitalier Monkole, situé dans la commune de Mongafula, dispose désormais d'une centrale d'oxygène médical, une œuvre de la coopération avec la République d'Espagne, une haute technologie qui vient soutenir et améliorer la prise en charge des patients dont la pathologie nécessite l'oxygène médical, nous rapporte Laetitia Moulalou. L'oxygène médical en une quantité suffisante constitue un facteur décisif dans la prise en charge des patients dont la pathologie nécessite le recours à l'oxygène médical. Voilà pourquoi le centre hospitalier Monkole a procédé à la mise en service de son unité de production d'oxygène, une œuvre de sa coopération avec la République d'Espagne, représentée par l'ambassadeur Carlos Rodés. C'est un grand effort fait essentiellement par des gens du pays, avec la coopération espagnole par exemple. La question de l'oxygène vient il y avait un problème de coût. Et ils ont rencontré en Espagne un système technologique encore un peu plus moderne que ce qu'il y avait auparavant et qui était beaucoup moins coûteux. Autant du point de vue de l'installation que surtout de l'entretien, parce que ce sont des instruments, des mécanismes qui doivent durer pendant beaucoup d'années. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé le financement dans plusieurs institutions espagnoles et même ailleurs pour payer les équipements qu'on vient aujourd'hui d'inaugurer. Cette haute technologie va servir à l'amélioration des conditions de vie des malades. Voilà pourquoi le directeur général du centre hospitalier Monkole a rappelé les contextes ayant conduit à la réalisation de cette œuvre. La place de l'oxygène et de la prise en charge du patient avec l'oxygène était très importante. Et donc nous, stratégiquement, c'était très important pour nous de nous repositionner en renforçant notre capacité en production d'oxygène pour le bien-être des patients. Et c'est comme ça que nous nous sommes lancés depuis la pandémie, et je dirais même un peu après la fin de la 3e vague, nous nous sommes déployés dans la réalisation d'un projet dont l'aboutissement heureux est parvenu à se réaliser l'année dernière, en septembre.
Et aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle, mais en fait, la centrale fonctionne depuis quelques mois déjà. Cette centrale d'oxygène médical a une capacité de production de 35 mètres cubes par bouteille, c'est-à-dire 35 millilitres d'air comprimé. Les personnels du centre hospitalier Moncolé sont appelés au bon usage de cette œuvre. Prenons ces communiqués de presse qui nous est parvenu. La cellule de la communication de la présidence de la République tient à informer l'opinion publique nationale que des individus mal intentionnés usurpent l'identité du directeur du cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo, pour tenter de soutirer de l'argent à des simples citoyens, des hauts fonctionnaires, des diplomates et des dirigeants d'entreprises publiques pour faire du trafic d'influence pour des nominations à des postes dans l'appareil de l'État. Ces pratiques illégales ont été dénoncées à la justice et les personnes impliquées dans ces tentatives d'escroquerie seront sévèrement punies. Nous appelons donc la population à la prudence et la vigilance face à ces genres de manipulations qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Signé M. Eric Nyindou, directeur de la communication de la présidence de la République démocratique du Congo. C'est par ces communiqués que se referme cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Les parlementaires congolais ont repris ce mercredi 15 mars 2023 le chemin de l'hémicycle du Sénat et de l'Assemblée nationale pour la session ordinaire de mars à juin 2023. Au menu de matière, plusieurs enjeux liés aux élections de décembre 2023, à la crise à l'est du pays avec le M23 soutenu par le Rwanda et aussi la dégradation des conditions sociales des Congolais. La crise à l'est de la RDC implique plusieurs réponses quant à l'action du gouvernement congolais et sa capacité à assumer sa souveraineté face à l'agression perpétrée par le Rwanda sous couvert du M23. L'honorable député national d'Elysée Sanga fait sa propre lecture sur les réponses qu'il conçoit face à toutes les questions brûlantes qui defraient l'actualité. Merci de faire confiance à Mandiko Télévision. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour demain. Bonsoir.